Cyril Malka sans divan. Bonjour ou bonsoir, ça dépend du moment où vous regardez ce webinaire ou vous écoutez ce webinaire. Et bienvenue donc sur ce nouveau webinaire qui m'a été proposé par un commentaire YouTube en fin de compte et qui va parler du burn-out parental ou de l'épuisement parental ou de la... Bonjour Laurence. Donc avant vraiment de commencer, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle donc Cyril Malka, je suis psy cognitif et comportemental ainsi que hypnothérapeute. Si vous voulez en savoir un peu plus sur moi, tiens, bonjour Sandrine. Si vous voulez en savoir un peu plus sur moi, vous pouvez aller sur mon site principal, mon site internet, malka.fr. Là, il y a toute une catégorie qui s'appelle Qui est Cyril Malka. Et puis, vous pouvez même prendre rendez-vous si mon calendrier est disponible à ce moment-là. Alors, oui, comme je vous ai dit, ce sujet m'a été proposé par un commentaire YouTube. Et en fin de compte, il m'a très rapidement accroché parce que c'est vrai que le burn-out parental, ou l'épuisement parental, comment vous voulez l'appeler, on n'en parle pas vraiment. Autant c'est tout à fait logique, c'est tout à fait bien, c'est tout à fait parfait d'avoir un burn-out au travail, si on travaille trop, si on a tel et tel problème, autant en tant que parent, c'est déjà beaucoup moins bien vu. Et ça surprend beaucoup de personnes. Et ça vient du fait qu'en fin de compte, on s'attend généralement à ce que la parentalité, ce soit quelque chose, une expérience merveilleuse, c'est fantastique, c'est plein de récompenses, c'est incroyable, c'est fantastique, ça donne plus de sens à la vie, beaucoup plus d'émotions positives, et puis très souvent, ça aide aussi également à l'intégration sociale entre les couples. Mais en fin de compte, pour la plupart des gens, c'est pas vraiment une danse sur les roses. Ça peut être en fin de compte, si on veut parler d'emploi, ça peut être l'un des emplois les plus fatigants du monde. Parce que rien que le fait d'être un parent, ça confronte un éventail de tracas quotidiens qui vont être, par exemple, au jour le jour, ça va être les devoirs, la conduite, certaines choses à faire. Puis il peut y avoir des facteurs de stress aigus, c'est-à-dire des moments de stress qui vont revenir plus ou moins régulièrement, mais qui ne sont pas chroniques. Ça va être les gens conflits frères et sœurs ou conflits à l'école ou ce que vous voulez. Et puis il peut y avoir donc des facteurs de stress chronique. Par exemple, ça peut être des problèmes de comportement avec l'enfant ou des problèmes de santé ou des handicaps ou ce que vous voulez qui peuvent mettre une certaine pression. En tant que parent, on est donc constamment confronté à donc tout cet éventail de tracas qui peuvent aller donc des petits tracas, des petits soucis jusqu'à de plus gros soucis et même des tracas relativement chroniques. Et quand les parents de façon chronique manquent de ressources nécessaires pour gérer tous ces facteurs de stress chez leurs enfants ou qu'ils ont par rapport aux enfants, et ben c'est là où on court donc ce risque d'épuisement parental, comme on l'appelle. C'est un petit peu comme le stress au travail, c'est exactement les mêmes principes en quelque sorte. C'est quand à un moment donné, quand on n'a plus de ressources, quand on n'a plus rien ou plus grand chose à donner, et ben tout d'un coup on s'affale en quelque sorte. Maintenant, cet épuisement parental, donc, quand on a ce déséquilibre plus ou moins chronique, ça risque donc de prendre toutes les ressources que l'on peut avoir
Et puis ça mène à à un état d'épuisement intense et dans lequel on peut finir par devenir émotionnellement détaché des enfants et on arrive à douter de sa capacité à être un bon parent, on est dans un état de doute plus ou moins constant, et plus ou moins très désagréable d'ailleurs, et les parents en arrivent à un point où ils se sentent tellement épuisés par la parentalité, en fin de compte, que rien que le fait de penser au rôle de parent, de ce qu'ils doivent faire, ça leur fait ressentir comme s'ils sont arrivés plus ou moins au bout du rouleau, en fin de compte. Donc, ils prennent une certaine distance vis-à-vis de leurs enfants. Ils s'impliquent de moins en moins dans la relation avec les enfants. Donc, les interactions, ça reste à l'aspect fonctionnel, quoi. Ça reste à l'aspect instrumental, si on veut dire ça comme ça. Et puis, donc, l'aspect émotionnel est de plus en plus en retrait. On se retire émotionnellement parlant de l'enfant et on se contente, en fin de compte, de remplir les besoins classiques, les besoins de base de l'enfant. Maintenant, ça suffit pas, parce que quand on fait ce genre de choses, on sait bien et on sait pertinemment que là, on est en train de déconner et on se sent comme de mauvais parents, on sent qu'on n'a pas de plaisir avec les enfants, donc on sait bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on culpabilise, enfin bref, et c'est le truc sans fin, quoi. Il y a relativement peu d'études sur ce sujet, j'en ai trouvé plusieurs. Mais elles ne vont pas très en profondeur avec beaucoup de ces principes-là. Ça reste un domaine un petit peu tabou. Dans les études que j'ai trouvées, j'en ai trouvé une de 2018, une étude américaine, et selon ces estimations, donc, il disait qu'il y avait aux environs de 5% des familles américaines qui étaient sous le coup de ce qu'on pourrait appeler le burn-out parental. J'ai vu d'autres chiffres, 2019, qui étaient plutôt aux environs de 20%, ce qui représente beaucoup. Et c'était donc la période aussi avant la Covid. Pour ce qui est de la période de la Covid, où les gens ont été, pour ainsi dire, enfermés avec leurs enfants pendant plusieurs semaines. Là, il y a sûrement des statistiques plus importantes, mais pour l'instant, j'ai rien vraiment trouvé de cohérent que je puisse ajouter ici. Donc, entre 5 et 20% des familles, c'est autant dire qu'on ne sait pas vraiment, mais on sait qu'il y en a quand même beaucoup. Et il y a aussi ce phénomène, on pourrait dire que beaucoup de parents ne vont pas admettre, ne vont pas oser dire qu'ils sont en état de burn-out parental parce que ça ne se fait pas, tout simplement. C'est pas un état de stress ordinaire parce qu'on peut tous stresser avec les enfants à un moment ou à un autre. Il y a toujours des périodes qui sont plus stressantes que d'autres. Mais c'est tout simplement un stress chronique et qui est écrasant et qui fait qu'on ne peut plus fonctionner dans la famille. Et quand on ne peut plus fonctionner dans la famille, ça risque de se retrouver dans le travail et on donc risque en plus de ça de se retrouver avec un stress au travail. Ce sont deux choses différentes. C'est pas parce que on est dans le stress au travail que l'on ne risque pas le stress à la maison, le stress parental. On peut parfaitement avoir les deux, ce qui peut, en fin de compte, compliquer beaucoup les choses parce que on aura plus une tendance à mettre la faute sur le stress au travail que sur le stress parental, car justement, on ne veut pas trop l'admettre. Alors, il y a des signes qui indiquent que l'on est en état de stress parental et que l'on est près du burn-out ou en burn-out parental. Alors, ce n'est pas une liste exhaustive, bien entendu, parce qu'il peut toujours y en avoir d'autres, mais enfin, ce sont les choses les plus courantes. L'un des premiers principes, c'est que le parent se sent piégé. On se sent enfermé, on se sent piégé dans la maison. Le problème est que si on est au travail pendant la journée et qu'après on rentre à la maison, on a tout le stress avec les enfants, la famille, etc. En fin de compte, il n'y a pas de moment où on peut souffler, où on peut se sentir bien.
Et donc, on se sent rapidement piégé, on se dit, bah, zut, j'aurais peut-être pas dû faire ça, j'aurais peut-être pas dû faire ce gosse, j'aurais peut-être pas dû faire cette famille, j'ai fait une grosse erreur. Bonsoir Stéphanie. Donc il y a ce sentiment de se sentir piégé. Vous avez également souvent une augmentation de ce qu'on appelle les comportements addictifs. Boire un peu plus d'alcool, fumer plus, des fois aussi fumer de l'herbe ou prendre des médicaments, des relaxants, des ceci, des cela, enfin bref. Il va y avoir, ou alors jouer des jeux sur Internet constamment, tout simplement en essayant d'oublier tout ce qu'il y a autour de soi. Après, il y a plusieurs comportements addictifs possibles. Et là, on peut voir que c'est en fin de compte une façon de se retirer dans son coin de la famille, quoi, de se retirer de la situation stressante. Comme on ne peut pas physiquement s'en sortir, comme on ne peut pas physiquement partir de la maison et tout laisser en plan, on utilise les comportements addictifs pour prendre une distance psychologique en fin de compte et se sentir moins piégé. On va avoir des problèmes de santé. Tomber plus souvent malade, avoir différents problèmes psychosomatiques également, mal de dos, etc. Il y a un risque plus élevé d'anxiété et de dépression. Alors des fois, quand arrivent des personnes en thérapie, ils vont venir en fin de compte voir le psy. Enfin, ça m'est arrivé également d'avoir des clients qui viennent me voir pour une dépression ou pour des attaques d'angoisse, etc. Et en premier lieu, la dépression, ils ne vont pas mettre l'accent sur les enfants. On va pas dire que c'est à cause du stress parental, c'est un burn-out parental. Ça risque d'être des problèmes de couple, oui. Ou alors ça va être, encore une fois, des problèmes au travail. Mais généralement, ça vient pas du client. C'est seulement quand on creuse un peu, et si on y pense en tant que psy, que l'on peut se dire, tiens, là, il y a quand même quelque chose qui va pas, il faut peut-être creuser un petit peu dans ce sens-là. Il y a donc ce fameux détachement émotionnel dont j'ai parlé il y a peu, donc où on se détache émotionnellement des enfants ou de l'enfant, du couple, de la vie de famille, enfin on se détache émotionnellement parlant de plus en plus en fin de compte du quotidien à la maison. Il y a une irritabilité et un sentiment de frustration pour tout et n'importe quoi. Il en faut peu en fin de compte pour devenir irritable, se mettre en colère, etc. Ensuite, il y a les troubles du sommeil. Ça, c'est une situation, enfin, c'est des symptômes réguliers de situations de stress. Donc, des douleurs diffuses, qui sont généralement, beaucoup de ces douleurs peuvent en fin de compte venir de contractions musculaires. Du fait où on est toujours en état de stress et donc que l'on est en fin de compte, tout à fait, enfin, on peut être un nœud, on peut faire des nœuds musculaires en quelque sorte dans différents endroits, et cela peut mener à des douleurs parce que dans ce cas-là, on ne peut pas bouger de la même façon, donc on se tient d'une mauvaise façon et de cette façon, on fatigue d'autres muscles, etc., etc. Et ce qui fait qu'on peut avoir des douleurs que l'on ne peut pas vraiment toujours situer ou qui bougent, qui donnent l'impression de bouger. Ça vient en fin de compte de ces contractions qui sont dues au stress. Il va y avoir une augmentation de la fréquence et de l'intensité donc des disputes entre les parents. Il va y avoir plus de conflits entre les parents, aussi entre les parents et enfants bien entendu, mais aussi entre les parents entre eux. Il y a un risque plus élevé de comportements négligents, de comportements violents envers l'enfant ou les enfants. Ça, on y viendra aussi dans un instant parce que c'est également l'un des résultats les plus communs. On va être irrité irrationnellement lors de situations mineures, c'est-à-dire on va exploser pour un rien, on va exploser pour un petit truc, une petite chose qui se passe mal, ça va être la grosse explosion. On va se sentir continuellement épuisé, fatigué, sans énergie, etc. Et à la limite, même si on travaille à la maison et qu'on a l'habitude de faire ses tâches et que, en fin de compte, c'est pas vraiment un problème au quotidien, eh ben, on se rend compte que petit à petit, on se sent de plus en plus épuisé et on a en fin de compte plus envie de rien.
On se sent inefficace. On a l'impression que, en fin de compte, oui, les choses n'avancent pas. On fait rien d'avancer, on tourne en rond. On ne peut pas, on ne peut rien améliorer. On retombe toujours sur les mêmes problèmes. On a des problèmes, on a ce qu'on appelle la fatigue décisionnelle, c'est-à-dire que l'on ne peut pas, enfin, même les décisions les plus simples deviennent compliquées, même les choses les plus simples à faire deviennent insurmontables. On a du mal on se fait plus confiance en soi-même. Ça vient donc du fait de cette perte de confiance en soi, puisque on se dit qu'on n'est pas un bon parent. Et donc, petit à petit, ça ronge en quelque sorte sur tout le reste de la personnalité, ce qui fait qu'on ne peut presque plus prendre de décision à moins d'avoir le support de plusieurs personnes. En tant que personne, on sent qu'on n'a aucune valeur personnelle, on vaut rien, et surtout qu'on est un très mauvais parent, on n'a aucune valeur en tant que parent, on est nul, enfin bref, c'est ce qui peut donc mener à la dépression, entre autres, et donc un doute de soi énorme. Parce que on avait une idée de ce que la vie de famille allait être, on avait une idée de comment ça allait se passer. Bon, bien entendu, on sait tous que rien n'est un long fleuve tranquille, que bien entendu, il peut toujours y avoir des soucis et des problèmes, mais on ne s'était pas imaginé ça, on n'y était pas préparé, et puis donc tout d'un coup, on doute en fin de compte de toutes les capacités que l'on a, et est-ce qu'on pourra surmonter ce genre de truc à un moment donné. Les conséquences, il peut y en avoir beaucoup, donc certaines de ces conséquences sont certains des signes, comme par exemple l'anxiété, la dépression, etc. C'est un signe de burn-out parental et également une conséquence. Mais en gros, il y a 3 grosses conséquences importantes qui ressemblent d'ailleurs beaucoup au burn-out au travail, au burn-out professionnel. Il va y avoir première conséquence, il va y avoir ce que l'on appelle l'idéation d'évasion. Alors une idéation, c'est la façon dont on forme les pensées et c'est la façon en psychologie dont on les développe et les chaînes de pensée, les chaînes de pensée et de principe. Cette idéation d'évasion, ça va donc être quelque chose qui peut pousser les gens à partir de la situation, à quitter la situation, à tout quitter tout simplement, ou au suicide. C'est également une façon de s'évader d'une situation dont on ne peut plus sortir. Pour peu que la situation au travail ne soit pas brillante et que dans la famille on est en situation totalement bloquée et totalement stressée, totalement en burn-out, de là à la tentative de suicide, il n'y a pas loin généralement. Cela mène également à une négligence certaine envers les enfants, parce que tout simplement on n'a pas le surplus d'énergie, on n'a pas l'énergie pour gérer les situations, on ne peut presque plus les voir, en fin de compte, on les ressent un petit peu comme source de problèmes, et juste après on culpabilise parce qu'on n'a pas le droit de ressentir ce genre de choses envers les enfants. Et enfin, cela peut mener à ce qu'on appelle la violence parentale, et c'est tout simplement ou psychologique, une violence psychologique où on insulte les enfants, où on leur fait des remarques désagréables, ou ça peut être des violences physiques bien entendu. On a comparé ces conséquences avec justement les conséquences du burn-out professionnel, parce que elles ont toutes deux des points communs, elles se ressemblent beaucoup, et donc psychologiquement parlant, on a donc tout simplement fait des comparaisons. Et dans ce qui est le burn-out parental, il y a 4 fois plus d'idéation d'évasion dans le burn-out parental que dans le burn-out professionnel. Pour ce qui est de la négligence envers les enfants, il y a 10 fois plus de cas dans le burn-out parental que dans le burn-out professionnel. Et violence parentale, il y a 25 fois plus de violence parentale dans les cas de burn-out parental que dans le burn-out professionnel. Donc c'est, en fin de compte, un très très gros problème
dont on ne parle pas beaucoup. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut y faire à ce genre de choses? Parce qu'il y a quand même des gens qui consultent des psys pour ça. Et dans ma chasse à différentes situations et différentes études, eh ben, il s'est avéré qu'en fin de compte, les possibilités de solution, il n'y en a pas beaucoup. Et, généralement, les possibilités de solution, ça a été un truc du genre, il faut se reposer, il faut prendre du temps pour vous, il faut prendre des moments pour soi, il faut apprendre à se décontracter, prenez des cours de yoga ou faites des tours dans la nature, aérez-vous, soyez bon envers vous, etc., etc. Alors, d'une part, c'est vrai que cela changera certaines choses, cela vous aidera, c'est un fait. Maintenant, il n'y a pas besoin d'être psy pour donner ce genre de conseils, il n'y a pas besoin d'être médecin pour comprendre ce genre de conseils, et si les gens vont voir le psy, généralement, avec ce genre de problème, c'est pas pour s'entendre dire, ben écoutez, prenez une pilule et puis faites un cours de yoga et ça ira mieux. De plus, cela, c'est en psychologie cognitive, ça va être ce que l'on appelle zut, maintenant j'ai oublié le mot en français. Ça va être quelque chose qui va attirer, enfin qui va vous enlever l'attention de la chose. Ça va vous faire penser à autre chose, ça va vous faire faire autre chose, vous allez penser à autre chose pendant ça va être une diversion, voilà le mot, ça va vous faire une diversion, mais ça va rien arranger. Vous avez des diversions qui sont bonnes, qui sont de bonnes diversions. Vous avez des diversions qui sont mauvaises. Vous avez des diversions bonnes, ça va être justement, oui, faire du yoga, aller se promener, courir, ce que vous voulez. Et une diversion qui est pas bonne, ça va être se bourrer la gueule, ça va être fumer de l'herbe, ou ça va être faire d'autres choses de ce genre-là. Mais en fin de compte, ces deux choses sont exactement la même chose. C'est-à-dire que cela va vous mettre l'esprit ailleurs, vous allez penser à autre chose avec un peu de chance, mais à partir du moment où vous rentrez à la maison, vous retombez sur le même truc, vous retombez sur le même problème. Ça ne change rien à rien. Vous voyez ? Donc, ces conseils-là, en fin de compte, on ne peut pas trop les utiliser. Et je crois que le problème principal, le problème qui est au centre de tout ça, c'est d'une part certains de ces principes qui ont été mis à un moment donné, et ça va être le rôle du parent, l'importance du rôle du parent, et le fait de vouloir et de devoir être un bon parent, par exemple être un bon père ou être une bonne mère, être un bon parent. D'accord ? On est parti de ce principe et tout le monde veut être un bon parent. Je veux dire, il y a très peu de personnes qui vont dire moi je veux un enfant pour pouvoir le torturer et pour pouvoir le détruire psychologiquement parlant. Ça n'existe pas les parents. Ou alors, si ça existe, ils sont, j'espère, dans une cellule capitonnée. Mais en règle générale, quand on a des enfants, c'est parce qu'on veut être un bon parent. On veut être un bon père, on veut être une bonne mère et on veut que toutes les choses se passent aussi bien que possible. Et le problème principal, c'est qu'on a une forte tendance, surtout en France et dans pas mal de pays francophones, mais c'est quelque chose qui existe également aux États-Unis, c'est qu'on a une tendance à surestimer le rôle du parent. En gros, si l'enfant va mal, si y a des problèmes à l'école, s'il y a des problèmes ici, s'il y a ceci, s'il y a cela, ça va être de la faute des parents. On va taper ou sur le père ou sur la mère, le plus souvent sur la mère d'ailleurs. Mais ça va être de la faute de papa-maman. Donc, je veux dire, j'ai eu des parents qui m'avaient par exemple à un moment donné demandé, maintenant, je ne sais plus ce qui s'était passé, c'était vraiment un truc plus ou moins insignifiant, et il m'avait dit mais Cyril, maintenant j'ai crié sur mon fils, j'étais en colère,
Et j'écris sur mon fils et ça lui a fait de la peine, il a pleuré, il est parti dans sa chambre. Est-ce qu'il va être traumatisé? Non, non, il ne va pas être traumatisé. Il en faut plus que ça pour traumatiser un gosse. On a vraiment cette idée que si le parent fait quelque chose une ou plusieurs fois, qui n'est pas adapté, qui est mal adapté, boum, on risque de bousiller totalement le bambin. En fin de compte, on pourrait croire que ces enfants-là, ils sont en verre en quelque sorte. Donc, on essaie de tout faire pour que l'enfant soit bien, comme un coq en pâte, et donc on en arrive au syndrome de ce qu'on appelle l'enfant roi. Et alors la question qui arrive là, c'est mais comment est-ce que cet enfant va être prêt ou préparé pour la vie ou pour le futur? Je veux dire, si on est autour de cet enfant constamment, si on le trimballe à droite et à gauche, si on doit toujours le motiver, il doit aller au sport, il doit aller à la bibliothèque, il doit aller à ceci, il doit aller à cela, enfin bref, il y a tout un tas d'activités parce qu'il ne faut surtout pas qu'il s'ennuie. Hein. Donc on est constamment en train d'essayer de faire un monde qui tourne autour de l'enfant et après ça on est étonné d'être stressé. C'est relativement logique, non? Maintenant, la question est, est-ce que l'on veut un enfant pour l'élever de façon à avoir un coq en pâte qui n'a jamais de problème, à qui on évite tout souci, à qui on évite toute douleur pour peur de le traumatiser, ou est-ce que l'on élève un enfant pour le préparer à être un adulte qui se développe bien, bien équilibré autant que possible, et puis qui va pouvoir évoluer et faire sa vie sans nous. C'est le but, généralement. Le rôle de parent, ça n'est pas d'être là et de tout faire pour ses enfants, non. Le rôle de parent, c'est de lui d'apprendre à votre enfant, de l'armer pour le reste de sa vie, de façon à ce qu'il puisse se débrouiller sans vous, en fin de compte, et qu'il puisse aller de son chemin, etc. Des enfants, vous allez en avoir qui vont suivre vos principes, vous allez en avoir qui vont vous écouter, qui vont bien vouloir, etc. Et vous en avez d'autres qui ne voudront pas. Parce que les enfants, ils ont leur propre idée sur les choses, et s'ils ne veulent pas faire quelque chose, ils ne le feront pas. C'est aussi simple que ça. Donc, de croire que l'on peut décider pour l'enfant, que l'on peut mener l'enfant dans une certaine direction, c'est une lubie. Vous pouvez lui donner un cadre, et il faut lui donner un cadre. Dans ce cadre, il peut bien entendu avoir toute liberté de mouvement, et le cadre va bien entendu s'élargir là où l'enfant se développe. Lorsque l'enfant devient de plus en plus âgé, bien entendu, le cadre, c'est-à-dire le cadre de liberté et des possibilités, on lui donne de plus en plus de liberté et de possibilités. Le cadre s'agrandit, mais il y a un cadre et il y a des limites à ne pas dépasser. Et c'est comme ça dans la vie également, hein. On est tous dans un cadre, et si on dépasse certaines limites, ça nous retombe dessus. Donc c'est tout à fait logique, et c'est tout à fait dans la logique des choses. Après, si l'enfant ne veut pas suivre les règles, si l'enfant veut absolument dépasser les limites, etc., bien entendu, vous pouvez essayer de faire ce que vous pouvez pour remettre les choses dans le droit chemin, mais vous n'êtes pas divin, vous n'êtes pas des dieux, et vous ne pouvez pas tout simplement décider de ça. Donc, c'est important de comprendre que l'enfant, en tant que membre de la famille, il doit être élevé comme membre de la famille. C'est pas le petit prince, c'est pas un être, même s'il est très précieux, c'est pas un roi. Et puis d'ailleurs, le dernier roi de France, si je me souviens bien, il a perdu un peu la tête. Hein. Donc, c'est pas un roi, c'est un membre de la famille. Et donc, tout comme au travail, par rapport au stress au travail, au burn-out au travail, généralement l'une des choses à faire, c'est d'apprendre à déléguer certaines choses de façon à ne pas tout faire et à ne pas être la personne qui doit tout suivre et être partout à la fois. C'est exactement la même chose dans la famille. Votre enfant, c'est un membre de la famille. À partir d'un certain âge, il peut parfaitement apprendre à poser la table. À partir d'un autre âge, il peut vous aider à faire la vaisselle. Il peut aller faire les courses. Il peut participer au ménage. Il peut participer à la vie de famille. Il peut être responsabilisé. C'est à lui d'apprendre tout ce genre de choses parce qu'il va devenir adulte.
Et c'est pas quelque chose qui va lui tomber du ciel avec ses 18 ans et le permis de conduire, où tout d'un coup, il sait tout ça si on lui a pas appris. Et de cette façon, ça peut également vous débarrasser de pas mal de choses. Ensuite, il y a un cadre à mettre. Alors c'est un fait que si vous en avez pas, ou si vous avez eu peur d'en mettre un, c'est un fait qu'à partir du moment où vous allez mettre le cadre, il va y avoir des conflits. Mais une fois ces conflits passés, le cadre est là. Et très souvent, d'ailleurs, la plupart des enfants et des ados surtout, en fin de compte, s'y retrouvent très rapidement et deviennent même heureux que d'avoir plus de responsabilités. Et ils sont des vrais membres de la famille. Et de cette façon, vous pouvez passer au-delà de ce burn-out professionnel, de ce burn-out parental. Tout simplement, la solution est simple, mais elle n'est pas facile. Je suis d'accord avec vous. Mais en mettant ses limites et en vous mettant d'accord en tant que famille de quel est le rôle de chacun et que ce n'est pas vous qui êtes responsable du bien-être de tout le monde. Ça ne marche pas comme ça. Nous sommes tous responsables de notre bien-être. J'ai un programme en ligne qui s'appelle Parents ou enfants terribles, qui est composé de 20 ou 22 leçons, je ne me souviens plus, sur justement tous les problèmes et toutes les possibilités qu'il y a avec les enfants. Alors on prend à partir des enfants sont petits et puis adolescence, etc. Et puis on voit aussi les problèmes comportementaux. Vous pouvez le trouver en ligne sur parents au pluriel, donc avec un S à la fin, parents.malka.xyz. Et là, vous pourrez voir un petit peu ce qu'il contient. Et si ça vous intéresse, vous pouvez vous y inscrire. Mais il n'y a pas de solution miracle. La seule solution miracle, c'est de restructurer certaines choses et de laisser tomber certaines croyances. Comme celle de penser que si vous n'êtes pas aux petits soins pour le chérubin, ça va lui détruire son avenir, etc., etc. Ça marche pas comme ça. Bien entendu, il ne faut pas non plus les maltraiter, il n'est pas question de ça. Mais on est obligé de remettre certaines choses dans un cadre. Sans ça, les choses ne fonctionnent tout simplement plus. Voilà. C'était tout pour cette semaine. Je suis vraiment désolé des problèmes techniques que nous avons eus et des problèmes avec le son. Et il va falloir que j'utilise un autre système à partir de maintenant. Et puis, si vous avez des questions, si vous avez envie que je parle d'un sujet bien précis, il ne faut pas hésiter à m'envoyer un mail à cyril@malka.fr. Et sans ça, je vous retrouve d'ici une quinzaine de jours pour un autre webinaire et podcast. Au revoir. Cyril Malka, sans divan. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time.